bonjour, bienvenue pour la première soirée, j'espère qu'on m'entend bien. J'ai pas envie de parler trop fort, je suis un peu fatigué. Mais je vais essayer quand même de faire ce que j'avais prévu à la base, de respecter le calendrier qui était prévu. Donc vous avez dû remarquer que nous avons eu un problème de date, puisque normalement on devait se retrouver vendredi pour le quiz Game of Thrones, mais il y a eu des annulations de dernière minute, donc j'avais annulé le quiz en dernière minute. Ce soir, donc, ce qui est prévu très concrètement, c'est de vous présenter un petit peu ce que j'avais déjà fait sur Literall, et notamment de revenir un peu sur le concept qu'était cette émission, et sur pourquoi en fait je voulais en parler. Et donc l'idée c'était aussi de vous présenter les premiers épisodes que j'avais fait, que j'avais réalisés, pour pouvoir après potentiellement en parler. Et puis je vais sans doute aussi aborder un peu la question de l'auteur en jeu de rôle et de ce que j'aimerais en fait au final, comment j'aimerais faire évoluer cette émission. Donc Literall, c'est un projet que j'ai monté il y a maintenant un an bientôt. C'était au mois de novembre de l'année dernière, en tout cas sur YouTube, et l'idée c'était de pouvoir permettre de pouvoir essayer d'émettre en tout cas un avis critique sur le jeu de rôle, et d'essayer de réfléchir au jeu de rôle non plus comme ce qu'on a l'habitude de faire en règle générale, c'est-à-dire de le traiter comme un médium à part, mais de le traiter sous l'angle de la littérature. Il s'avère que la littérature, c'est un genre c'est un médium qui est assez bien défini, avec plusieurs genres qui sont dedans, et quand on observe les genres et les registres, je reviendrai après sur la définition des genres et des registres, le jeu de rôle n'y figure pas, mais c'est pas le seul, bien sûr, il y a d'autres genres qui n'y figurent pas. Et donc l'idée c'était d'essayer dans un premier temps, de se poser la question de savoir est-ce qu'un auteur de jeu de rôle est un auteur de littérature. La question peut paraître stupide, mais elle ne l'est pas du tout, puisque si vous prenez le jeu de rôle comme médium, de base en fait, si vous n'arrivez pas à prouver que c'est la littérature, vous avez du mal à prouver que quelqu'un qui écrit du jeu de rôle est un auteur de littérature. Donc ça c'était la première étape, c'était est-ce que je peux réussir à démontrer qu'un auteur de jeu de rôle est un auteur de littérature. La deuxième étape, pour moi, que j'ai pas encore franchie et que j'essaierai de franchir là, c'est si on arrive à accepter le principe théorique que un auteur de jeu de rôle est un auteur de littérature, alors on doit pouvoir partir du principe qu'un jeu de rôle est une œuvre littéraire. Ou en tout cas, pourrait appartenir au genre littéraire. Alors par rapport à ça, l'une des options que j'avais et l'une des observations que je voulais essayer de démontrer, c'était en excluant une part non négligeable du jeu de rôle, c'est-à-dire notamment l'aspect de gameplay, est-ce que je peux réussir à prouver, à démontrer que le jeu de rôle est une œuvre et fait partie de la littérature. J'ai l'impression que ça saccade. Dites-moi si ça saccade dans les commentaires si vous voulez, parce que moi sur mon retour ça a l'air de saccader, mais comme je suis sur le truc principal, je sais pas si c'est normal ou pas. J'ai une toute petite pause pour ça. Hop, je ferme les trucs qui sont peut-être un peu gourmands. Mince. Ça fallait pas que je le ferme. Ouais, c'est bon. Hop, je suis de retour dessus. Alors. Donc, sur le principe et dans l'idée, donc je reviens sur ce que je disais, c'était donc la deuxième étape, essayer de démontrer l'intérêt du jeu de rôle dans la littérature, et enfin, et ça c'est la dernière étape, qui serait mon développement, donc je parle là sur plusieurs années, ce serait essayer de concevoir un genre qui pourrait regrouper le jeu de rôle, mais pas que. En fait, alors j'ai un nom pour ce genre, même si je l'aime pas beaucoup, mais ce serait le genre simplement ludique. C'est-à-dire des œuvres littéraires pour jouer. Donc pour ça, je vais me baser sur plusieurs argumentaires, je vais aller chercher plusieurs principes, et je tiens à le dire, le but de Literall n'est pas de définir le jeu de rôle en tant qu'art,
c'est pas mon objectif pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est pas quelque chose qui est essentiel selon moi au débat. Est-ce que le jeu de rôle n'a pas besoin d'être un art et on pourrait me dire à ce niveau-là que le jeu de rôle n'a pas besoin d'être et de la littérature, mais dans ma recherche, en tout cas, c'est pas ce que j'essaie de prouver. Mais en tout cas, donc voilà, je vais pas prouver que le jeu de rôle est un art, c'est pas mon but. Je veux pas non plus prouver que ce qu'on définit comme littérature, c'est forcément de la bonne littérature. C'est-à-dire que je suis pas là pour essayer de dire que le jeu de rôle en tant qu'œuvre littéraire, c'est une œuvre qui se doit d'être lue de manière empirique parce que elle appartiendrait à une forme de classicisme et que donc il y aurait des grands auteurs et des mauvais auteurs. J'irai pas sur le champ de l'esthétique, sur cet exercice, puisque, encore une fois, c'est pas mon objectif. C'est aussi pour ça que quand je fais littérol, j'évite de donner mon avis sur les jeux de rôle en eux-mêmes. Je ne vais pas vous dire tel jeu de rôle est bien, tel jeu de rôle est pas bien, je vais vraiment essayer d'observer les choses sous l'angle, dans un premier temps, de l'auteur, de l'œuvre qui sous-tend l'auteur, et dans un deuxième temps, d'essayer de réfléchir comme ça à est-ce que le jeu de rôle en lui-même donc pourrait créer un nouveau genre littéraire comme ça. Alors, je vais aborder la suite là dans ce que j'ai prévu. Donc, la difficulté dans tel travail, c'est que, bon, déjà, très concrètement, que je fasse des conférences comme j'en ai déjà fait sur Twitch, ou que je fasse des vidéos YouTube, quoi qu'il arrive, je n'ai pas la persuasion, ou j'ai pas la vérité de mon côté, dans le sens où c'est pas parce que j'arriverai à démontrer quelque chose ici que ce sera accepté par le monde entier. Et loin de moi l'idée de créer un nouveau genre dès demain pour essayer de le définir, sachant que c'est un truc sur lequel je vais revenir après pour les genres, bien sûr, mais le genre en lui-même littéraire, c'est sujet à débat, il y a des gens qui réfléchissent vraiment dessus, des universitaires, et je n'ai pas la prétention d'aller m'accoler à leur travail. Et donc, par rapport à ça, je vais essayer de donner une définition qui serait la plus large et la plus acceptable, entre guillemets, de ce que j'entends par le côté ludique. Par rapport à ça, qu'est-ce que je mets dans le ludisme ? Il y a plusieurs choses. Une des premières choses, par exemple, que je mets dans le ludisme, parce que c'est un petit peu le fruit de mes réflexions, c'est en acceptant le fait que le jeu de rôle ait une logique de gameplay. Alors j'ai déjà défini le gameplay dans les vidéos de Littérol. Je vous invite à aller les voir si vous voulez. Je crois dans les hors-sujets, mais aussi dans le premier épisode sur Vampire la Mascarade. Quand j'avais défini le gameplay, effectivement le jeu de rôle a une base de gameplay, et ça, très concrètement, ce serait beaucoup plus compliqué de l'aborder sous l'angle de la littérature. Mais par contre, il y a un type de jeu qui s'inspire beaucoup du jeu de rôle et qui se rapproche aussi beaucoup de la littérature. C'est le livre dont vous êtes le héros, donc que la plupart des gens vous connaissez. Hein, si vous ne connaissez pas, vous tapez livre dont vous êtes le héros, vous avez plein d'exemples. Le sorcier de la montagne de feu, par exemple, qui est une base qui fait partie d'une collection spéciale. Et donc, c'est quoi ? C'est des romans morcelés, où en fait le lecteur doit choisir dans quelle direction il va. Alors là, je donne cet exemple-là parce que c'est l'exemple qui me semble le plus cohérent, mais vous avez d'autres œuvres qui jouent avec le lecteur et qui jouent vraiment en créant un jeu profondément ludique et sans avoir à édicter des règles. Un des exemples concrets qui me vient, c'est l'exemple qui me vient le plus, mais vous avez la maison des feuilles, qui, par son aspect formel, joue avec le lecteur, le force à être acteur de la lecture, parce que sinon il est complètement perdu, et donc il y a cette espèce de jeu formel avec le lecteur qui l'oblige à aller chercher un sens à ce qu'il est en train de lire. Donc le jeu en soi dans la littérature, ça existe, et donc effectivement vous avez les romans. Les romans, c'est un genre littéraire par essence, il n'y a pas de problème.
Et donc, ce qu'on appelle les genres dans la littérature, c'est les groupements de textes qui vont avoir une liaison formelle. C'est-à-dire, les grands genres de la littérature, vous avez le roman, la nouvelle, l'essai, le théâtre, la poésie. En fait, c'est des éléments qui vont, au sein de la littérature, trouver une concordance les uns avec les autres. Alors, par rapport à ça, quand vous m'entendez citer les choses, il y a un genre littéraire par essence qui est intéressant, et qui est aussi un des axes sur lesquels je vais aller, c'est le théâtre. Le théâtre n'est pas un genre littéraire à l'origine, c'est un art de la scène. Effectivement, on a commencé à étudier le théâtre sous forme de genre littéraire, mais a posteriori, puisqu'à l'origine, en tout cas, ce qu'on sait du théâtre, c'est que ça se joue sur scène. Et on a beaucoup de pièces de théâtre comme ça, qui, pareil qu'un roman doit être lu pour exister, une pièce de théâtre qui n'est pas jouée, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une pièce de théâtre ? Alors ça, c'est des grandes réflexions, je ne vais pas essayer d'y répondre là ce soir, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, et en fait vous orienter vers la direction dans laquelle je me dirige, c'est-à-dire que si on considère qu'une pièce de théâtre qui n'est pas jouée n'est pas une pièce de théâtre, un livre de jeu de rôle, ou un livre dont alors, je vais rester sur le livre de jeu de rôle, un livre de jeu de rôle n'a pas besoin d'être joué pour être un livre. Bah oui, dans un sens, c'est comme une pièce de théâtre. La pièce de théâtre, si on part du principe qu'elle existe que si elle est jouée, bah on doit partir de la même chose sur le livre de jeu de rôle, c'est qu'effectivement le livre de jeu de rôle est un outil qui sert à jouer quelque chose. C'est la première étape. Ou alors, autre option, si une pièce de théâtre n'est pas nécessitée à être jouée, qu'elle peut être en tant qu'objet livre, en tant qu'objet littéraire, une pièce de théâtre et être formellement reconnue dans le genre théâtral, alors qu'est-ce qui empêche le jeu de rôle d'être reconnu comme tel, sans avoir besoin d'être joué. Donc c'est ça. Alors, pour le travail qui était le mien, une des premières options que j'avais retenues, c'était donc de travailler sous forme de podcast, et j'étais pas très content du format podcast pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était très très long, ça me demandait beaucoup de recherche, et en fait ça me demandait d'écrire à l'avance les textes, et c'était un travail qui était très très intense pour un retour qui était relativement minime. Et comme la dernière fois que j'étais sur Twitch, j'ai fait une conférence que je considère avoir bien marché. Je vous rappelle la conférence sur Game of Thrones, qui est normalement sur la chaîne YouTube. C'est ça que j'ai oublié. Encore une fois, j'ai encore oublié de mettre le lien vers la chaîne YouTube. Mais je pense que vous la connaissez, donc ça sert à rien en fait que je mette le lien. Donc quand j'avais mis la conférence sur Game of Thrones sur la chaîne YouTube, tout l'intérêt c'était de me dire, ok, j'ai réussi à faire cet exercice de conférence sur la chaîne YouTube, donc je vais essayer de faire le même genre de conférence, mais cette fois-ci sur Litérole, et de revenir à Litérole, mais cette fois-ci sur des formats beaucoup plus condensés. C'est-à-dire que j'essaie de me dire, ok, j'essaie de prouver mon propos en 1h30, 2 heures. Ce qui rend les choses un peu plus intenses aussi pour moi en termes de travail, mais ça évite aussi que je m'éparpille un peu. Et donc, je vous rappelle, le premier Litérole que je veux faire, qui arrivera au mois de novembre de mémoire, donc je reprends Vampire la Mascarade, qui en fait permet de faire un pas dans cette direction. Et donc là maintenant je vais parler des œuvres un petit peu que je voulais traiter avec Litérole. Donc en premier ce serait Vampire la Mascarade, écrit par Mark Reinhagen. Alors, d'ailleurs, par rapport à ça, je sais qu'on dit souvent qu'il y a plusieurs auteurs en jeu de rôle, et c'est des équipes qui travaillent ensemble, mais là, dans mon idée pour l'émission, je vais rester concentré sur les auteurs principaux, pour plusieurs raisons qui sont pratico-pratiques. Et donc, Mark Reinhagen, très concrètement, qui c'est l'auteur, le créateur, on va dire, de Vampire la Mascarade. Et donc, pour Litérole, la première étape que je voulais employer, c'était aller chercher des auteurs qui créent des univers originaux, qui ne reposent pas sur une adaptation. J'y reviendrai juste après. Donc, Mark Reinhagen, c'était le premier. Le deuxième, c'était Mike Pondsmith, parce que donc il a créé le jeu de rôle Cyberpunk 2020. Et pourquoi Mike Pondsmith ? Parce que ça me permettait d'aller voir quelqu'un qui va suivre le registre du cyberpunk, très peu de temps après qu'on commence à essayer d'en parler, à le concrétiser, puisque le premier jeu cyberpunk sort dans les années 80. Approximativement 2 ou 3 ans après Neuromancer, mais dans un délai très très court.
Et donc je voulais parler de cyberpunk parce que ça me permettait d'ouvrir comme ça vers le registre du cyberpunk et de réfléchir à, ben voilà, qu'est-ce qui se passe quand un nouveau registre sort, que le jeu de rôle s'en empare et qu'il va essayer de jouer avec. Et qu'est-ce que le jeu de rôle cyberpunk dit du registre cyberpunk. Donc voilà, c'était une des choses que je voulais travailler, donc c'était cyberpunk. Et c'était les 2 premières œuvres principales sur lesquelles je voulais travailler. Maintenant, une fois que celles-ci auraient été traitées, et seront traitées cette année, je rappelle, puisque c'est les 2 premières qui vont être traitées cette année, j'ai des idées pour la suite. Je crois que je l'avais dit lors d'un numéro, mais j'aimerais bien faire une micro-conférence ou parler un petit peu de Greg Stafford. Greg Stafford qui est l'auteur de Pendragon, et Greg Stafford il est particulier parce que, un peu comme Mike Pondsmith, mais justement à l'inverse de Mark Reinagen, il jouit d'une très bonne réputation en tant qu'auteur, et il a toujours été mis en avant en tant qu'auteur de ses œuvres. C'est-à-dire que, à la différence de beaucoup d'autres jeux de rôle, Pendragon, vous avez l'idée que Pendragon, écrit par... excusez-moi, le nom me sort un peu... c'est écrit par son auteur, il est mis en avant comme l'auteur. Excusez-moi. Et donc le jeu de rôle en lui-même, en tant que genre littéraire, Pendragon, ça m'intéressait, mais le problème de Pendragon, c'est que c'est une adaptation. C'est une adaptation du cycle arthurien, et notamment du Morte et Arthur, Greg Stafford, excusez-moi. Donc Greg Stafford, quand il écrit Pendragon, il adapte le cycle arthurien, donc c'est pas une œuvre 100% originale. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que lui a pris et ce qu'il a retiré, etc. Mais dans la notion d'auteur, il fallait que je commence nécessairement, pour prouver mon propos, il fallait que, pour moi en tout cas, j'essaie d'aller chercher d'abord des auteurs qui étaient à côté, qui étaient des auteurs originaux. Ce que n'est pas Stafford, puisqu'il va faire Pendragon. J'aurais pu parler pareil du travail qui a été fait sur Donjons et Dragons, j'y viens. Le problème de Donjons et Dragons, c'est est-ce qu'on est sur un univers qui est littéraire à la base, ou est-ce que dès le départ on est sur quelque chose qui est héritier du roman médiéval, dans le sens où vous avez un bestiaire qui arrive très vite, et le bestiaire c'est un type de livre qui sort au Moyen-Âge, qui est très connu, qui est très codifié, et Donjons et Dragons respecte beaucoup ces codes-là. Mais donc, est-ce que je restais sur cette option de Donjons et Dragons ? Et l'autre problème, c'est effectivement le conflit qu'il y a entre Gary Gygax et Dave Arneson, qui est un conflit très américain, si vous connaissez un petit peu, puisque le conflit entre les deux, c'est un peu la même histoire que pour Apple, c'est un peu la même histoire que pour, pour Batman, pour parler des choses qui me parlent le plus et qui me sautent aux yeux, mais vous avez pareil avec Thomas Edison, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée d'un entrepreneur qui va capter comme ça la création d'un artiste et se l'accaparer au point de faire disparaître de l'idée de la création la personne qui en est à l'origine. Que son travail soit bien ou pas, c'est pas la question, parce que effectivement on pourrait réfléchir, est-ce que Dave Arneson a contribué à l'aspect littéraire du jeu de rôle, est-ce que Dave Arneson a contribué au jeu de rôle, mais moi la question n'est pas là, la question est que Gary Gygax, sans Dave Arneson, il n'y a pas Donjons et Dragons. Il en est un copropriétaire, donc il faut parler de lui, surtout qu'il est plus ou moins le point de démarrage quand même de toute cette histoire, pour ce qu'on en sait. Donc ça, c'était les potentiels que j'avais, et j'aurais bien aimé partir sur des auteurs français de jeux de rôle, aussi, puisque j'avais en idée, alors, justement dans la suite de Greg Stafford, je réfléchis à est-ce que je parle par exemple de Knight, JDR Knight par Entre Éditions, qui effectivement reprend l'univers arthurien, mais le mélange à plusieurs autres choses, et donc on est sur un univers, une création originale, donc je me disais peut-être utiliser Greg Stafford pour introduire derrière le jeu de rôle Knight. Et la dernière option qui était la mienne, qui était l'option que j'essayais de retenir au maximum, c'était donc peut-être potentiellement d'aller vers du jeu de rôle français, au moins pour Knight. J'aurais bien aimé faire un passage par Shadowrun à un moment, mais j'avais peur de faire de la redite avec Cyberpunk, donc je verrai. Je pense que si j'aborde la question de Shadowrun, ce sera uniquement sur l'angle de la politique. Parce que pour moi, Cyberpunk est déjà un jeu de rôle politique, tout comme Vampire la Mascarade bien sûr, mais
il y a dans Shadowrun quelque chose du militantisme qui m'intéresserait d'aborder. Donc une fois que ces 4 gros jeux de rôle seront traités, je pense peut-être revenir un peu sur le monde des ténèbres, parler de Loup-Garou, puisque c'est quand même l'œuvre sur laquelle je suis le plus spécialiste au niveau du jeu de rôle mainstream, je veux dire. J'ai beaucoup travaillé sur Garou, donc le jeu Loup-Garou de White Wolf. Donc l'idée c'était est-ce que je me penche sur Loup-Garou, pas sur le point de départ, parce que j'avais la volonté d'essayer d'aller vers un public large. Et mine de rien, je peux pas parler de jeux de rôle qui sont plutôt cachés, plutôt dissimulés au départ. Je suis obligé de parler de trucs qui sont un peu plus mainstream, et Vampire la Mascarade est largement plus mainstream que Loup-Garou, ça de toute évidence. Donc il fallait que je parle plus de Vampire la Mascarade pour introduire le propos. Voilà. Donc ça, c'est un peu le contenu que j'ai en espace pour le moment. J'espère pouvoir faire mes conférences cette année. J'espère surtout pouvoir faire la table ronde cette année. Rappelez-vous, donc en fait, à chaque fois, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une conférence qui a lieu, donc une conférence de littérol, et derrière, j'essaye de mettre en place une table ronde avec des spécialistes, des auteurs, des gens qui connaissent le sujet, que ce soit de la thématique ou du jeu, pour les mettre autour d'une table et essayer de discuter un peu de cette idée, de cette théorie. Donc j'aimerais vraiment réussir à mettre en place une table ronde pour le mois de... Je crois que c'est mars que j'avais dit. Je crois que j'avais même limité les trucs de mars par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est mars. Et c'est la table ronde, donc la première qui sera sur Vampire la Mascarade, donc la deuxième serait sur Cyberpunk. On va attendre un petit peu, j'ai pas déposé de date parce que je me suis vraiment pas encore penché sur quel genre de spécialiste je pourrais aller chercher, ce genre de choses. Sur Vampire la Mascarade, j'ai déjà commencé à tracter 2-3 personnes qui pourraient être intéressantes. J'aimerais bien un mélange d'universitaires, de gens qui ont travaillé vraiment le sujet. Parce que pour moi, c'est en fait le but, c'est d'essayer, encore une fois, de sortir quelque chose de tout ça, qui essaye de rassembler un peu les idées. Et donc, l'évolution, c'est donc ce cycle de conférences que je vais faire, et si ça marche bien, si j'arrive à avoir des avancées, je verrai ce que j'en ferai derrière. C'est-à-dire qu'il est possible que j'en fasse un écrit, un peu un rassemblement de mes observations, voilà. Et je vais commencer d'ailleurs par un tout petit propos liminaire par rapport à ça, dans le sens où quand vous regardez en fait là où je me dirige, par exemple pour le jeu de rôle pur, je suis en train de me diriger vers une observation de l'aspect en tout cas de la narratologie du jeu de rôle. C'est-à-dire que partons d'un principe, est-ce que un auteur est un auteur de jeu de rôle est un auteur, ça je pense que c'est un des éléments les plus simples à prouver. Ce qui m'intéressait, c'était de voir quelle était la place du maître du jeu là-dedans. Est-ce que le maître du jeu est un co-auteur? Est-ce qu'il est un narrateur de sa propre histoire? Puisque, mine de rien, le travail du maître du jeu, c'est de faire la narration. Alors bien sûr, après, j'aborderai les questions de jeu qui sont narrativistes, par le fait qu'ils partagent le rôle de narrateur, etc. Mais vous voyez, l'idée dans tous les cas, c'est ça. Est-ce que le maître du jeu a une place dans la création? Est-ce qu'il est dedans ou est-ce qu'il est en extérieur et qu'il y participe? Ça m'intéressait aussi. Mais ça, c'est des choses que je réserve plus sur des questions de table ronde, en fait. J'ai pas particulièrement envie d'y répondre moi pour plusieurs raisons, mais on traitera un peu de narratologie. Il y a une conférence, juste après la première sur Vampire la Mascarade, il y a une conférence qui est prévue, je sais plus quand, où j'aborde la question de la narratologie, de la place du narrateur dans le jeu de rôle, la place du maître du jeu dans le jeu de rôle. Donc voilà, c'est des choses que je vais aborder. Et puis au final, qu'est-ce que je pourrais dire encore rapidement? Voilà, j'ai fait tous mes points. Et donc voilà, c'est l'évolution, j'aime bien qu'on arrive... une fois que j'aurai fait tout ça, c'est-à-dire que j'aurai fait ces 4-5 jeux de rôle en conférence, et que j'aurai réussi à animer des tables rondes sur chacun de ces sujets, une des choses que j'aimerais bien, donc à partir de là, puisque mon but c'est d'essayer de prouver l'existence d'un genre un peu inconnu, ce serait aller chercher les autres registres. Donc aller chercher par exemple le livre dont vous êtes le héros, essayer plus de parler de livre dont vous êtes le héros,
pour essayer justement de garnir d'exemples en fait le travail d'étude et l'étude de texte et l'étude de cas, pour permettre à la fin d'essayer d'avoir une espèce de définition de ce genre que je vais appeler le ludisme. J'ai fait des recherches, j'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui a eu cette idée avant moi, ça veut pas forcément dire qu'elle est bonne, ça veut pas forcément dire qu'elle est unique, j'ai peut-être pas non plus cherché plus que ça. Moi je suis toujours en décalage sur ce titre de ludisme. C'est pas un titre que j'aime beaucoup parce qu'il, je pense qu'il aurait du mal à passer, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, est-ce que quand on a commencé à parler d'essais, l'essai littéraire, je parle, est-ce que quand on a commencé à parler de l'essai littéraire, ça s'est même passé au départ, je sais pas. Pour le moment, j'ai pas d'autre mot que le ludisme, puisque le principe c'est le genre où on va essayer de jouer avec le lecteur, où le but c'est d'essayer de procurer un sentiment de jeu au lecteur. Donc voilà. Je sais pas si vous avez des questions, vous avez pas l'air très très nombreux, et je suis un petit peu fatigué, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, ce serait le moment. Ça permettrait de faire une session qui durerait un petit peu plus longtemps. Peut-être pas bien suivi, le terme de ludisme, il vient d'où ? De moi. C'est ce que je disais en fait, c'est pour ça que j'aime pas trop le terme ludisme. C'est parce que justement, j'ai pas trouvé de terme mieux pour le définir ce que j'essaye. Donc, après, ça dépend. Est-ce que tu veux que je te définisse d'où vient vraiment le terme ludisme ? Ou pourquoi je l'utilise pour parler de... Enfin, pourquoi ce serait ça pour parler du jeu en fait ? Parce que... Enfin, surtout toi, très concrètement, le ludisme, ça vient de ludis, qui est un terme latin pour dire le jeu. Le ludisme, c'est tout ce qui a attrait au jeu en fait. Et donc là, moi, vu que mon travail... Enfin, vu ce que j'essaie de prouver, c'est la présence du jeu dans le genre littéraire, ce serait donc la présence du ludisme comme genre littéraire, et effectivement si je devais donner un nom à un genre, puisque c'est quand même une des priorités, c'est ça quoi. Alors, parce que dans mes recherches il y a des gens qui utilisaient des mots qui s'en rapprochaient mais qui ne te convenaient pas. Et je pense pas que, de tout ce que j'ai pu observer, je pense pas que quelqu'un ait déjà essayé de réfléchir à l'échelle du genre. C'est-à-dire de se dire, ok, je vais mettre le jeu de rôle dans la littérature, je vais mettre le livre dont vous êtes le héros dans la littérature. Je pense que le livre dont vous êtes le héros, il y a des gens qui ont déjà dû écrire des choses dessus. Et effectivement, ils ont dû en parler comme du ludisme, parce que pour moi, c'est le terme qui est le plus évident dans la langue française. Excusez-moi. C'est le terme qui est le plus évident dans la langue française. Donc, c'est probablement vers là que le terme va pencher. Après, j'ai pas non plus trouvé plus que ça. En fait, la plupart des articles que j'ai pu lire sur le jeu de rôle le traitent rarement sous l'angle de la littérature. La plupart du temps, ils vont surtout le traiter sous l'angle soit de la socio, soit de la psychologie, soit de l'histoire, sur beaucoup de sciences humaines, mais sous l'angle de la littérature, pas trop. Alors, je pense pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que c'est un exercice qui doit pas être évident. Parce que qu'est-ce qu'est de la littérature dans le jeu de rôle et qu'est-ce qui n'en est pas ? Donc déjà, il faut essayer de réfléchir à définir la littérature, en fait. Et je pense qu'il y en a qui s'y sont cassés les dents. Ensuite, c'est est-ce que quand tu analyses la littérature et le jeu de rôle, tu as un risque qu'on te demande ce que tu veux vraiment faire. Je pense dans le secteur académique, parce que je vous rappelle, le registre de la fantasy, c'est très récent qu'on commence à en parler en littérature française. Avant, on est en train de dire que c'est du merveilleux, et on a été beaucoup inspiré par les formalistes et Todorov, qui essayent de tout mettre dans des cases, mais les cases, elles sont poreuses, elles marchent pas très bien. Ça, je le verrai de toute façon, ne serait-ce que dans ma démonstration, parce que dans ma démonstration, concrètement, le jeu de rôle, c'est poreux, ça invoque beaucoup de choses. Moi, je vais travailler ça sous l'angle d'un héritage du Moyen-Âge, en fait. Donc, à partir de là, effectivement, la porosité du jeu de rôle, elle est présente, elle est évidente et elle est là, quoi. Donc après, effectivement, j'aurais une recherche d'articles à faire sur qui on a parlé avant. Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette idée avant ? Parce que ça se trouve, je vais juste reprendre une idée qui a déjà eu lieu. Moi, ça me choquerait pas en soi. Hein. Je pense pas être le premier à avoir eu cette idée. Par contre, effectivement, je trouve ça bizarre que ce soit pas encore sorti si c'est le cas. Et pour moi, il faudrait que ça sorte, en fait.
Parce qu'il y a un vrai travail. Alors, effectivement, je pense que là, de mémoire, de tête, quelqu'un qui a travaillé sur le jeu de rôle mais même pas dans la littérature, mais quelqu'un qui a travaillé sur le jeu de rôle de tête, ce serait Anne Besson, qui a travaillé aussi sur la fantasy. Je me souviens quand elle avait fait je crois que c'était son dictionnaire de la fantasy, où il y avait des articles sur le jeu de rôle. Mais vous voyez, c'était rapproché à l'étude de la fantasy. C'est-à-dire que c'était plus dans l'ordre de, ok, donc il y a ça aussi à côté. Je sais pas si elle l'a réfléchi sous le sens du ludisme. C'est-à-dire de se dire, ok, est-ce que c'est pas un genre littéraire à part entière qui essaie de convoquer le lecteur pour être partie prenante de l'aventure littéraire qui est offerte, quoi. Mais donc effectivement, je pense que je vais plus me tourner vers ce qu'a pu écrire Anne Besson sur le jeu de rôle, parce que c'est universitaire qui a fait un travail en tant qu'enseignante de lettres dessus en France. Je crois pas en avoir d'autres noms qui me viennent en tout cas. Mais c'est pas parce qu'ils n'existent pas, c'est parce que je pense que mes recherches n'ont pas été poussées à leur maximum. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord, donc je vais pas vous retenir plus longtemps. Je pense que j'ai bien fait le tour. Si vous avez donc des questions, n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas à partager aussi les liens éventuels. Et voilà, et puis sinon je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi ce stream avec moi. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous faire une petite transition.